Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Derrière l'eau. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, mais avant tout, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je m'appelle Oriane. Dans le podcast, je donne la parole à ces personnes qui ont exilé, qui ont immigré en France et on parle de leur parcours, de leur réalité, de leurs ambitions et des raisons pour lesquelles ils vivent en France. On vous partage toutes ces réalités. Je vous présente mon invité, Jeff Nsongo Mouissi. Oui. J'ai bien prononcé. Oui, vous avez bien prononcé. Oui. Ok, on peut se tutoyer. On peut se tutoyer, on peut se tutoyer. Oui. Ok, donc Jeff, tu es docteur en histoire. Oui, histoire des relations internationales. Voilà, et tu es en France depuis combien d'années maintenant? Mais moi, je suis en France depuis 2017. Depuis le 17 janvier 2017. Donc, dans un an et demi, ça fera 10 ans que tu es... Non, ça ferait sensiblement 9-10 ans. 9-10 ans que tu es en France. Ok, très bien. Et aujourd'hui, en tout cas, je reçois Jeff parce que c'est quelqu'un qui veut s'engager pour son pays. Donc, cet invité, aujourd'hui, on va discuter avec lui de ses aspirations, de comment ses ambitions de s'engager pour son pays d'origine, le Gabon, oui. a commencé, des réalités auxquelles il a fait face en France et de lui aussi, globalement. Oui. Donc, bienvenue, Jeff. Avant de commencer, avant de parler de toi, de tes aspirations, Oui. je veux qu'on parle déjà de ton enfance, de comment tu as grandi au Gabon, de comment la vie était. Moi, je dirais que j'ai eu une enfance paisible. Oui. J'ai eu une éducation dans une école catholique. D'accord. Et avec une mission catholique, donc j'ai été baigné dans mon plus jeune âge à l'éducation chrétienne. Mais c'est quoi tes plus beaux souvenirs Mes plus beaux souvenirs. Globalement, pas forcément à l'école, mais le fait de grandir au Gabon, ça ressemble à quoi une enfance au Gabon? Une enfance au Gabon, en fait, c'est une enfance normale. Mais moi, je n'ai pas grandi à la ville. D'accord. Mais moi, j'ai grandi au village où il fallait aller à la pêche. Quel village? À Eboman, Mbas, où il fallait couper du bois pour les enseignants, où il fallait nous-mêmes balayer notre salle de classe, où il fallait débrousser pour l'établissement. Et où on nous frappait même à l'école, parce que moi j'ai grandi à l'école. En fait, moi je suis pas un enfant de Libreville. Pas un enfant de la ville. Un enfant de la ville, non. Moi j'ai commencé une enfance du village, dans le corps de garde, on faisait la pêche, on jouait, on allait au corps de garde. Et ça m'a permis aussi d'apprendre aussi de la sagesse du village, dans la philosophie africaine, les proverbes, les contes, les chants, les contes de la nuit. Et ensuite j'ai aussi eu une autre éducation, c'est-à-dire que l'école occidentale. Oui, quand tu es venu ici. Non, dès le Gabon aussi, parce qu'il y avait le village, parce que moi j'ai appris le français à l'âge de 6 ans. Ah oui, moi j'ai appris le français à l'école. D'accord. Et il était interdit de parler le franc à l'école. D'accord. Le franc, c'est ta langue locale. Voilà, ma langue locale. D'accord. Il était interdit de parler la langue locale au Gabon, donc on nous tapait, il fallait porter un symbole. Donc c'était ça. Donc j'ai d'abord commencé normal par le village, il fallait commencer l'école à 6 ans, on nous mettait la main comme ça. Donc, si la main arrivait là, ça veut dire que vous pouvez déjà parler. Ah bon? Oui. Ça veut dire quoi, de mettre la main? En fait, ça devait voir si vous avez déjà atteint l'âge de 6 ans. Ah bon? Le fait de passer la main, toucher l'autre main. Et moi, j'étais très mince à l'époque. Bon, là, j'ai un peu plus du poids, c'est pas grave. Et dans cette enfance-là que j'ai baigné, d'abord une enfance traditionnelle. D'accord. Plus une éducation chrétienne, donc catholique, avec les missionnaires qui étaient là. Mais du coup, c'est quoi tes plus beaux souvenirs en tant qu'enfant? Mes plus beaux souvenirs, pour moi, en fait, c'est l'école. C'est l'école? C'est l'école avec des camarades, des amis, des camarades à l'école, aller jouer au foot. Et on avait souvent des championnats, de village contre village, et aussi les parties de pêche. Et aussi... Donc, tu sais pêcher? Bon, pas trop. J'étais pas doué à ça parce que j'étais pas très doué aux activités physiques. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Mais par contre, moi, j'aimais rester au corps de garde avec des vieux de certain âge. Et je jouais aussi à ce qu'on appelle le songo. C'est quoi? En fait, c'est un peu comme la Wallet chez vous. Un jeu de mathématiques que je joue très bien. Et j'étais très jeune, très impressionné par les histoires qu'on me racontait. Ok, mais aujourd'hui, du coup, quand tu es en France, quand tu parles du Gabon aux gens, qu'est-ce que tu leur dis? Parce que, par exemple, moi, je suis ivoirienne. Oui. Moi, quand on me dit la Côte d'Ivoire, je dis Abidjan est le plus doux au monde. Oui. J'ai des références que je donne aux gens parce que je suis très fière d'avoir grandi là-bas, d'avoir connu un peu cette éducation aussi à l'africaine. Oui. Donc, quand je vais parler de la Côte d'Ivoire, je vais mettre en valeur la tchéké, la loco, la musique ivoirienne, le coupé décalé. Toi, quand tu parles du Gabon à des gens qui sont pas... Moi, je suis ivoirienne, si tu dois me parler du Gabon pour me donner envie d'y aller, qu'est-ce que tu me dirais? Pour donner envie d'y aller, je vais d'abord dire que nous, c'est le Gabon est le plus beau pays du monde.
Parce que ce qui fait d'abord la richesse du Gabon, c'est que nous, on est très fiers d'être Gabonais. Moi, je suis très fier d'être Gabonais. Pourquoi? Parce que le Gabon, c'est un petit pays d'Afrique, mais qui est béni de Dieu. Nous avons toutes les richesses nécessaires. Nous sommes à peine 1 million d'habitants. Nous avons le pétrole. Nous avons le manganèse. Nous avons la forêt. Nous avons les savanes. Nous avons 12 parcs nationaux. Quand vous allez, par exemple, dans le Haut-Ogooué, vous allez voir des magnifiques paysages. En fait, c'est un paradis sur terre, le Gabon. Et le Gabon a aussi une richesse, c'est la richesse culturelle. Comme disait Jean Baudin dans les 5 livres de la République, la première richesse d'un pays, c'est l'homme. Et de toutes les choses que j'ai citées là, sans l'homme, il n'y a pas de richesse. Ce qui fait d'abord la beauté du Gabon, c'est sa culture. Et sa culture du Gabon, c'est sa diversité. Le Gabon est multiculturel. Combien de langues vous avez au Gabon? Parce que le fond, c'est quand même le plus gros groupe ethnique. Bon, c'est le groupe le plus parlé. Mais au Gabon, nous avons environ 47 groupes ethno-linguistiques. D'accord. Il y a d'autres langues aussi qui ont disparu avec des mariages interethniques. Mais ça part autour de 45-47 groupes ethno-linguistiques. Donc, c'est une diversité. Et moi, je prends la diversité comme une richesse. Parce que la diversité, pour moi, d'apprendre de l'autre. Et pourquoi tu as décidé de venir en France? Ben, c'est pas que j'ai décidé. Je suis venu en France pour des raisons académiques. J'ai eu mon bac. Mais qui a fait ce choix de venir? Bon, c'est moi. Je vais t'expliquer. J'ai eu mon bac en 2010. Et ensuite, au lycée d'État de Janyamaka, à l'AOIM. Et ensuite, je suis allé à l'université du Gabon, l'université Omar Bongo, la plus grande université d'ailleurs, où j'ai obtenu ma licence en 2013 en histoire. Et j'ai obtenu mon master en 2015. Mais je n'ai pas redoublé là-bas. C'est une université, vous savez, les universités africaines, c'est difficile, mais j'ai fait un parcours sans faute là-bas. Bon, on a affaire à un intellectuel. En fait, si je le dis, c'est pas dans le sens de me glorifier, mais c'est dans le sens de pousser d'autres jeunes à dire que l'université Omar Bongo et à l'école, vous pouvez réussir. Bien sûr. Yes, we can. C'est-à-dire que même si on dit que l'université Omar Bongo est difficile, les gens sont entassés, il y a les grèves, mais moi, je suis un exemple de l'université Omar Bongo. Et tu as réussi l'université publique. Et j'ai fait 5 sur 5. Bravo. J'ai eu mon bac en 2010, la licence en 2013, le master en 2015. J'ai fait 5 sur 5 là-bas. Et dans ma promotion, histoire des relations internationales, je suis le seul qui a soutenu dans les temps. Ah oui, le seul de tout le Gabon? Nous avons débuté dans ma promotion, c'est-à-dire 2010-2011. Nous étions à 1000 en première année. Jusqu'en licence, on est 150. Ah oui. Et dans les filières, déjà 90%. Et on divise, en fait, c'est simple pyramidal. Et en master, on est 14. Dis donc. Et de sur 1000, en master, ceux qui font 5 sur 5, c'est-à-dire sans redoubler, il n'y a que 3 personnes. Mais non. Oui. Mais pourquoi? Parce que c'est l'enseignement qui va bien ou bon, en fait, c'est un système pyramidal. En fait, il y a tellement de causes, c'est tellement difficile que beaucoup abandonnent pour aller à la police, à la gendarmerie. C'est-à-dire que faire 5 sur 5 là-bas à l'Université nationale du Gabon, l'Université Omar Bongo, mais c'est pas comme la Sorbonne. Mais pourquoi tu penses que c'est aussi difficile? C'est le niveau? Non, c'est pas le niveau. C'est pas le niveau. C'est les conditions d'études. D'accord. C'est les conditions d'études qui sont exécrables parce que le régime, on va en venir, n'aime pas l'école. Ah. Donc, les gouvernants au Gabon, il faut le dire, ils n'aiment pas l'école. Donc, ils font tout pour empêcher les enfants des démunis d'acquérir le savoir. Sûr. Donc, il y a des grèves, il faut payer les fascicules. Les fascicules, en fait, c'est les manuels scolaires que les enseignants vendent. Donc, si vous n'avez pas l'argent, il y a toutes ces choses-là. Pas que les élèves, les étudiants ne sont pas intelligents. Non, ils sont intelligents. Mais les conditions d'études sont exécrables. Exécrables. Voilà ce que je dis. Dans ma promotion, 2010-2011, ceux qui ont eu le bac, sur 1000 en master, ceux qui ont fait 5 sur 5, c'est-à-dire parcours sans faute, nous étions 3. Kombila Yebe, Jeff Nsogo Mouissi, Fatamatou. Bravo à vous en tout cas, voilà. C'est un vrai parcours et sur les 3, 2 sont docteurs. Kombila Yebe, il est docteur, il est déjà enseignant également à l'université, il est maître assistant, moi également je suis docteur. Mais c'est Fatamatou qui n'a pas encore soutenu. Et après, il y a eu d'autres qui ont redoublé et qui ont fait, mais nous, on n'a pas redoublé. Mais bravo. C'est ça mon parcours. Bravo. Mais en fait, c'est pour dire, c'est pas pour me glorifier. Non, je comprends. C'est pour dire aux étudiants qui sont au Gabon, qui m'écoutent. Je vous dis, vous avez votre bac. Moi, j'ai eu mon bac au lycée Tadoyem. Vous pouvez faire 5 sur 5 à l'IOB. Ça, vous pouvez le faire. Dites-vous, yes, week-end. Quand vous allez à l'université, dites-vous que je peux. Et quand vous vous dites que vous pouvez, vous vous mettez et vous allez réussir.
Bravo. C'est un très beau conseil. J'espère que ça va encourager en tout cas tous ceux qui regardent. J'ai voulu poursuivre pour le 3e cycle. C'était difficile parce que quand on est au Gabon... Le 3e cycle, c'est quoi? C'est pour le devenir doctorat. docteur? Oui, ok. Bon, j'ai d'abord perdu une année au Gabon parce que je n'ai pas eu le directeur à temps, parce que je me suis pris en retard. Le temps de faire les documents, la paperasse pour venir en France, c'est compliqué. Donc, j'ai fait une année presque assis à la maison. Mais l'autre année, j'ai postulé, il fallait chercher un directeur. Moi-même, j'ai trouvé un directeur. Ici en France? Et un directeur qui était en France, donc M. Ouari Touati, qui a accepté de diriger mes travaux. Et il fallait trouver un directeur parce que pour venir en thèse, il faut trouver un directeur. Et quand vous êtes au Gabon, c'est chaud. Les directeurs vous refusent. Mais pourquoi ne pas faire sa thèse au Gabon? C'est parce que c'est difficile? C'est une très bonne question. Oui. J'avais voulu effectivement commencer la thèse au Gabon, mais je me suis rendu à l'évidence que je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que les conditions d'études sont exécrables. Moi, je travaille sur les relations en Louga. J'ai travaillé sur les relations du bâtiment au Gabon et le Maroc. Les centres de recherche au Gabon ne financent pas les voyages d'études. Les laboratoires n'existent presque pas. Il existe de nom. Les archives existent de nom. Les bibliothèques, la bibliothèque est inexistante. J'ai commencé, mais je me suis rendu compte que... C'était difficile. C'était... Peut-être, je serais docteur, j'aurais le diplôme, mais je n'aurais pas les connaissances. Et je me suis dit, pourquoi ne pas demander une bourse pour la France où il y a la littérature, où il y a les bibliothèques, pour venir m'acquérir. Le matériel est disponible. Où le matériel est disponible. Parce que la thèse, les gens posent cette question au Gabon, oui, pourquoi ne pas faire la thèse au Gabon? Mais sincèrement, regardons-nous droit dans les yeux. Jusqu'à présent, le Gabon n'est pas à mesure de produire, surtout dans les disciplines comme l'histoire ancienne, l'histoire des relations internationales, vraiment les docteurs. Nous nous mentons. Mais... En fait, le problème, c'est que nos gouvernants n'ont pas compris l'utilité de l'école. Non. Globalement ou de certains... Non, mais moi, je parle du Gabon. Moi, je parle du Gabon. Oui. Par contre, le Sénégal, c'est différent. Le Sénégal, ils ont misé sur la formation. Je ne sais pas trop la Côte d'Ivoire comment c'est, mais le Sénégal est un exemple. Vous savez, on ne peut pas développer un pays sans l'école. C'est comme Senghor l'a dit, pour développer l'Afrique, 3 piliers. L'école, l'école et l'école. Mais nous, on n'a pas compris ça au Gabon. Nous, on a compris qu'au Gabon, on peut se lever un matin, on devient grand médecin, alors que c'est faux. C'est-à-dire que ce que le système Bongo a réussi, c'est de tuer l'éducation. Oh non. Non. C'est dur. Non, c'est ce que Bongo a réussi. C'est-à-dire que Bongo a tué l'école publique, il faut le dire. L'école publique est exécrable. Les conditions d'études, les enseignants ne sont pas bien payés. Les enfants sont entassés dans les salles de classe. Il n'y a pas assez de salles de classe. Pourtant, c'est un pays riche. Mais le pays est riche, le peuple est pauvre. Les infrastructures sont inexistantes. C'est ça le Gabon. C'est-à-dire, le pays, il est riche et les matières premières, mais il y a une oligarchie qui s'accapare de tous les pouvoirs et la population vit misérablement. C'est-à-dire, quand vous arrivez à Libreville, vous n'avez pas l'impression de vivre dans un pays pétrolier. Dans les années 70, on appelait le Gabon le petit Koweït d'Afrique. Oui, moi, c'est cette Il y a les Ivoiriens, les Togolais, les Béninois. Le Gabon était un pays d'immigration. Oui, bien sûr. Tout le monde voulait vivre au Gabon. L'âge d'or du Gabon, les années 70, quand le pétrole coulait à flot. Mais ce pétrole n'a pas servi à construire des infrastructures de base comme les hôpitaux, des routes, des écoles. Cet argent a servi à enrichir les comptes des Bongo en Suisse et en France. Ok, très bien. Voilà. On va continuer. Mais du coup, je veux qu'on parle du coup de une fois que tu es arrivé en France. C'était quoi tes premiers chocs culturels? Qu'est-ce que tu as vu en France? Tu t'es dit, ah, mais je ne m'attendais pas à ça quand je suis arrivée ici. Bon, premier choc culturel, déjà quand j'arrive en France, en fait, la vision que moi j'avais de la France, en fait, que j'ai lu dans les livres, donc de Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, parce que moi j'aime très bien la littérature française, la littérature que j'affectionne beaucoup, c'est que j'arrive, je suis dans un quartier, en fait, sur le 18e arrondissement. Le 17e? Le 18e. Le 18e arrondissement, c'est un peu le multiculturel. Oui, Barbès, Château-Rouge. Bon, je n'habitais pas loin de là. Mais c'est pas la même France que je voyais. Dans la France de littérature. C'est pas la France de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Les Champs-Élysées. C'est vrai que... Mais j'ai découvert deux France. Oui. Il y avait une France de la télé qu'on nous montre. Et il y a la vraie France. Où les femmes sont minces, qui passent à la télé, les câlins, la bourgeoisie, le roman. Mais j'arrive dans une France. Où c'est l'Afrique. Où c'est presque l'Afrique. On est d'accord. Où les mentalités, les gens ne respectent presque rien.
les valeurs, l'incivisme, parce qu'il faut dire qu'à Paris aujourd'hui c'est l'incivisme, où les gens fraudent le métro, où les gens boivent de l'alcool. Donc vraiment, toi, tu te disais, tu t'en vas dans un pays où où ça va être la belle oui, vie, en oui, fait. oui. Et aussi le rejet. C'est-à-dire que nous sommes au 21e siècle, en 2000, moi je suis arrivé en 2017, mais l'image du français, c'est-à-dire du noir, n'a pas changé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les stéréotypes demeurent. C'est-à-dire que quand tu es noir, tu es noir, quoi. C'est-à-dire, tu dois faire les métiers en tension. Même si tu dis à rien que, attention, je suis doctorant, tu es toujours noir. Voilà, c'est la France là. Ça t'a choqué? Oui, ça m'a choqué beaucoup. À quel moment tu t'es dit, j'ai envie de m'engager pour mon pays? Bon, moi, mon engagement est d'abord parti des injustices. D'accord. C'est-à-dire que j'ai appelé l'Université nationale du Gabon, l'Université Omar Bongo, et on avait des mois sans bourse. On passait des temps sans bourse. Toi, tous les étudiants sont boursiers? Pas tous, il faut avoir une certaine moyenne. Moi, à mon époque, il fallait avoir minimum 10 pour avoir la bourse. Et cette bourse, vous commencez l'école en septembre, la bourse vient en mars. Ah oui. Et vous devez payer les fascicules, vous devez payer le transport. Et cette situation m'a choqué. Que nous sommes un pays riche, on a sensiblement un budget de 3 000 milliards de francs, 4 000 milliards. Mais les étudiants, nous, on n'a pas de bourse. D'accord. Et ça m'a beaucoup révolté. Et j'ai commencé à militer avec d'autres étudiants pour revendiquer nos bourses. Parce que pour moi, il n'était pas question que nous, on n'ait pas la bourse, alors que les enfants des Bongo qui sont en France, ils ont la bourse. Parce que moi, je crois à la République, à l'égalité de tous les citoyens. Bien sûr. Donc, ça m'a révolté. Et je me suis engagé dans la mutuelle Université Omar Bongo. Ça existait déjà ou oui, tu as fondé bon, c'est pas moi qui ai fondé. Il y a eu les votes là-bas. Et moi, j'ai représenté au département d'histoire, dans les masters histoire, à la mutuelle Université Omar Bongo. D'accord. Et après, j'ai démissionné. J'ai démissionné pourquoi? Parce que bon, lui s'appelait Makaya. Je me suis rendu compte qu'il était devenu un agent du recteur. C'est-à-dire, en fait, le président de la mutuelle, il était devenu un agent du recteur. C'est-à-dire que quand le recteur a dit, lui, il était en quelque sorte un porte-parole. C'était une marionnette. Une marionnette. Et moi, j'ai démissionné. Parce que moi, j'estime, parce que quand on fait par exemple la hausse des frais de scolarité, lui, il a soutenu ça. Et moi, je lui ai dit, frère, vraiment, c'est pas normal. C'est pas normal. Nous, on est là pour les étudiants, on défend les étudiants. C'est la chose la plus basique. On est là, on a été élus par des étudiants et nous sommes leur porte-voix. Donc, je me désengage de vous. Et on a eu des... Et quand je suis arrivé en France, les mêmes problèmes ont continué, les problèmes de bourse. En 2018, nous avons passé 3 mois sans bourse. Et on s'est levé. Normalement, vous recevez la bourse tous les mois. Comment ça se passe? Mais la bourse, quand tu es étudiant gabonais en France, pour les masters, en fait, c'est une bourse en fonction du cycle. Pour les cycles licence, c'est 600 €. Pour les cycles master et ingénieur, c'est 700 €. À l'année? Le mois. Le mois, d'accord. Et pour les doctorants, c'est 800 €. Mais c'est moi qui ai fait augmenter ça à 1300 €. On en parlera, du coup, tu m'en diras plus. Et quand on arrive en France, en 2018, je venais à peine d'arriver, j'avais juste fait une année, la deuxième année, on fait 3 mois sans bourse. On s'est dit, mais 1 mois, 2 mois, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'étais en Paris en 18 enregistrement. J'ai appelé mon ami Kombila Yébé. Et on a pris aussi Verdia Babongi, on a pris Bobakula. On a dit, c'est pas normal, on doit se lever. On ne va pas continuer à rester dans nos chambres d'étudiants alors qu'on est venu en France pour apprendre. Mais les étudiants qui étaient déjà là en France précédemment, ils étaient dans les mêmes conditions, ils ne recevaient pas les bourses aussi? Non, à leur époque, bon, ça allait quand même. À leur époque, c'était quand le Gabon n'envoyait pas l'argent, le Crous prenait d'abord de l'argent et le Gabon remboursait après. Mais ils se sont rendus compte que le Gabon ne payait pas bien. Donc, ils ont dit, si le Gabon n'envoie pas l'argent, il ne nous paye plus. Donc, on est resté. Et moi, j'en ai vu des étudiants qui venaient à peine d'arriver, qui pleuraient, qui ne pouvaient pas travailler parce qu'ils n'avaient que le visa. Avec le visa, tu ne peux pas travailler. Et l'ambassadeur de l'époque nous sort une fable. Il nous dit, allez-y faire les petits boulots. J'ai dit l'ambassadeur, mais on n'est pas venu en faire les boulots. On est venu en France pour étudier. On a besoin de notre bourse. Et on allait à Campus France. Et on a fait un tapage. Et d'autres étudiants se sont ralliés à nous. Ça, c'était en quelle année? 2018. D'autres étudiants se sont ralliés à nous. Et par la suite, on a décidé de créer une fédération, un syndicat des étudiants qu'on a appelé Fédération des étudiants gabonais de France. Pour cette cause-là. Et mon combattant de lutte, Kombila Yébé, qui a été élu, il a fait un mandat
Et ensuite, il a terminé, il a souligné sa thèse. Et moi, je me suis porté candidat et les étudiants m'ont élu. D'accord. Donc, tu as été président de cette fédération Oui, des étudiants oui, gabonais. de 2019 à 2021. Mais c'est une fondation, enfin une fédération, pardon, que tu as co-créée avec, Oui, avec je suis d'autres étudiants. créateur, oui. D'accord. Et ça, comment vous communiquez ça à tous les étudiants? Est-ce que c'était les étudiants qui venaient plutôt vers vous pour vous expliquer les problèmes ou est-ce que c'était vous qui alliez chercher des gens qui étaient dans les mêmes conditions? En 2019, mon rôle, c'était d'étendre la fédération dans d'autres villes où on n'avait pas. Donc, je partais par exemple à Bordeaux, installer un représentant. Je partais à Lille, à Marseille. En fait, je me déplaçais partout en France avec mes petits moyens, avec mes moyens propres. C'est-à-dire que je prenais le Hugo, les samedis, je partais rencontrer les étudiants. Ils me disaient les situations qui vivaient et moi, je relayais aux autorités. C'est ce que je faisais. D'accord. Est-ce que c'est ça qui a inspiré un peu le thème de ta campagne aujourd'hui, Oui, la dignité? Voilà pourquoi je parle de les droits et la dignité. Et la dignité. Droits et dignité. Et si on parlait un peu de mon bilan, en tant que coordinateur général de la Fédération des étudiants gabonais de France, j'ai par exemple fait la hausse de la bourse. Nous, on avait la bourse, moi j'avais la bourse de 800 euros. J'ai fait un rapport à l'ambassadeur pour dire que nous sommes les doctorants, on ne peut pas avoir une bourse de 800 euros. Les doctorants français ont 2000 euros de bourse. Donc j'ai fait un rapport à l'ambassadeur. Le Gabon n'est pas aussi riche que la France. Si on prend le rapport entre le PIB et l'IDH, oui, c'est sensiblement pareil. D'accord. Okay. Si on prend les richesses du Gabon, nous on est sur une population faible, on n'atteint même pas 2 millions d'habitants. Oui, c'est vrai. On n'a même pas 1 million d'étudiants. Oui. Donc, j'ai fait en sorte que la bourse qui était de 800 euros puisse monter jusqu'à 1300 euros. Moi, j'avais proposé 2000 euros. Wow. Mais ils ont réduit à 1300 euros. Et pour la petite histoire, c'est quand je soutiens ma thèse que la réforme passe. Donc toi, tu n'as pas bénéficié. Mais comme dit Victor Hugo, on ne lutte pas pour soi, on lutte pour les autres. Et moi, j'en suis fier parce que ceux qui arrivent aujourd'hui après, ils bénéficient de 1300 euros de bourse. Moi, j'ai eu que 1800 euros de bourse. Oui. Et aujourd'hui, ils ont 1300 euros. Mais j'en suis fier parce que c'est un combat que tu as mené, et tu as gagné. Et l'un des combats aussi également que j'ai mené en 2019-2020, la France voulait augmenter les frais squattés aux étudiants étrangers x 15. J'ai également mené ce combat. J'ai porté plainte à l'État français, au gouvernement français, avec l'UNEF, en partenariat avec l'UNEF qui est le plus grand syndicat ici en France. On a porté plainte et on a gagné le procès. Et la mesure n'est pas... Du coup, aujourd'hui, tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire. Enfin, je sais que tu as des ambitions politiques. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Et peut-être il y a des Gabonais aussi qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer exactement? Pour le syndicalisme ou bien la politique? La politique, cette ambition de devenir député aujourd'hui. En fait, moi, vouloir devenir député des Gabonais de l'étranger part d'un vécu, de ce que j'ai vécu en France, des injustices. Donc, j'ai vu que quand nous sommes à l'étranger, nous sommes délaissés par notre État. Le Gabon ne s'occupe presque pas de nous. Il ne verse plus de bourses. Il verse des bourses quand il veut. Les bourses arrivent en retard. Même quand ils envoient des malades qui viennent se faire soigner, les évacuations sanitaires, enfin, ils vous abandonnent. Donc, ce sont des délaissements. Et je me suis dit, mais c'est quel État? Et je me suis dit qu'au lieu de rester sur Facebook, il faut aller au Parlement où on fait des lois pour aller combattre au Parlement gabonais. Puisque l'État nous offre cette plateforme d'expression, au regard de mon passé syndicaliste étudiant, je pars à l'Assemblée pour représenter les Gabonais, pour voir les difficultés que les Gabonais vivent ici en France. Moi, personnellement, il y a une période de ma vie aussi, rester sans titre de séjour. Je sais ce que ça fait être enfant sans titre de séjour. Mais est-ce que ça, c'était la faute du Gabon? Non, ce n'était pas la faute du Gabon. Bon, ça peut être la faute du Gabon, hein, en fait, parce que s'ils ne signent pas les accords qui nous favorisent avec la France, c'est aussi la faute du Gabon. En fait, parce que, par exemple, l'APS est de 9 mois plus 9 mois. Oui. Ils nous mélangent tous, alors que le Gabon est le premier client de Campus France. Donc, nous, on doit avoir le Gabon doit renégocier les accords avec la France, puisque nous, on est le premier client de Campus France. La France a une relation privilégiée sur le plan économique avec le Gabon. En termes de matières premières, ils ont l'exclusivité, ils ont la priorité. Sur le pétrole, le manganèse, ce sont les sociétés françaises qui ont l'exclusivité. Donc, nous qui vivons en France, nous devons revoir les accords pour que les Gabonais puissent bénéficier d'un statut privilégié en France. Mais à l'inverse, qu'est-ce que tu penses que... Parce que moi, j'ai l'impression que tu demandes beaucoup à l'État gabonais. Toi, qu'est-ce que tu penses que les Gabonais de la diaspora peuvent apporter aussi au pays? Nous apportons déjà beaucoup. Parce que quand nous travaillons ici en France,
nous envoyons de l'argent au pays. Nous construisons des maisons, nous envoyons des voitures. Il y a des Gabonais qui sont des entrepreneurs qui investissent au Gabon. Oui. On envoie énormément d'argent. Mais sauf que le problème, c'est que les autorités du Gabon nous prennent comme des dissidents. En fait, dans la diaspora, je peux vous dire que la diaspora, sans me tromper, la diaspora la plus qualifiée en France, c'est la diaspora gabonaise. Donc, ça se base sur des faits ou ça se base sur des faits, sur des chiffres. Pour que le Gabonais, de manière générale, quand il vient en France, c'est pour des études. Oui. Pour des études. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un peuple qui migre. En fait, le Gabonais ne fuit pas son pays. Ça veut dire que nous, on prend pas le bateau pour venir en France. Excusez-moi du terme. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, on vient, les Gabonais qui venaient d'abord en France, venaient d'abord pour faire des études. Et beaucoup sont restés. Mais pourquoi d'autres ont créé des familles. Pourquoi justement les Gabonais? Parce que quand tu me dis que beaucoup viennent pour les études, ils ne fuient pas leur pays. Pourquoi quand ils finissent les études, ces Gabonais-là ne retournent pas? Voilà. Quel est le problème en fait? Merci pour la question. Je prends par exemple mon cas. Nous, quand on vient étudier l'histoire. Moi, c'était je termine, je rentre. C'est-à-dire, je termine de soutenir ma thèse aujourd'hui. Allez, le même jour, je prends les bagages, hop, je pars au Gabon. Et pourquoi finalement le président Ali Bongo, j'en viens, avait décidé de ne plus recruter. Ne plus recruter à la fonction publique. Or, la fonction publique est le premier pourvoyeur d'emploi au Gabon. D'accord. Moi, par exemple, je suis docteur en histoire des relations internationales. Donc, je peux être quoi? Chercheur, enseignant ou diplomate. Tous ces domaines, c'est la fonction publique. Mais si vous me privez de la fonction publique, je pars où? Il n'y a pas assez d'entreprises. Moi, je ne suis pas... je n'ai pas fait la chimie ou dans le pétrole. Moi je suis... voilà un peu ma filière. Oui, et il y en a beaucoup comme ça. Que Ali Bongo s'est levé un matin. Il a privé les Gabonais la possibilité de travailler. Mais est-ce que c'est pas... Je sais pas. Parce et que il n'a pas aussi créé d'entreprise. Parce que quand il dit que la fonction publique ne recrute pas, inversement, il doit créer les emplois privés. Oui. C'est-à-dire que si tu m'envoies par exemple au privé, tu me dis que je fais une reconversion, de faire le management, et aller travailler dans une entreprise privée, mais je pouvais le faire. Mais sauf que il n'a pas créé des entreprises. Donc tous les diplômés du Gabon sont assis à la maison. Nous qui sommes ici en France, on est assis à la maison. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le Gabon envoie les étudiants en France, paye la bourse et les délaisse. C'est-à-dire que nous, on sait ce qu'on appelle l'engagement décennal, l'engagement quinquennal. C'est de revenir. Ça veut dire que une fois que tes études terminent, tu reviens. Bien sûr. Mais même quand tu termines tes études, l'ANBG, l'Agence nationale des bourses et stages, ne t'envoie même pas un mail pour te demander comment tes études sont terminées. Ils s'en foutent. Ça veut dire que il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Bien sûr. Et j'en ai parlé plusieurs fois à l'ambassadeur. De dire que mais vous envoyez des gens en France. Mais qu'est-ce qu'on fait après les études? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui vient dans le cycle ingénieur, le Gabon envoie presque chaque année près de 1000 étudiants boursiers. Sur 1000 étudiants boursiers, il y a beaucoup de scientifiques. Il y a beaucoup qui viennent pour faire des maths supérieures, des ingénieurs. Si vous regardez les ingénieurs qui sont à SNCF dans les grandes entreprises françaises, c'est les Gabonais. Beaucoup de Gabonais. Mais pourquoi? Parce que quoi? L'État ne leur propose pas autre chose. Alors qu'au Gabon, c'est un pays où on a besoin même des ingénieurs. C'est le Gabon qui a même plus besoin des ingénieurs, des médecins, des enseignants que la France. Bien sûr. Comme tous les pays africains. Tous ces jeunes-là veulent rentrer. Moi, j'en ai discuté avec eux. Quand j'étais président des étudiants, j'ai parlé avec des jeunes étudiants. Ils veulent rentrer. Il y a un qui m'a dit, Jeff, moi, je suis parti au Gabon, dans une entreprise de gaz. Je vais taire son nom. Il a fait le stage. Quand le stage a terminé, ils lui ont posé la question à Petro Gabon, je vais citer l'entreprise. Ils ont dit à Petro Gabon que... Tu as changé d'avis. Ils ont dit à Petro Gabon que tu es l'enfant de qui? Avant de le signer ou de lui... Il termine de faire le stage, avant de poser l'emploi, on va te dire que tu es l'enfant de qui? D'accord. Et ils ne l'ont pas recruté. Donc c'est une question de bras longs. Il était obligé de revenir en France, puisque son titre de séjour n'avait pas expiré. Et quand il est arrivé en France, chercher le travail. Le travail, il a trouvé. C'est ça le problème que nous avons au Gabon. Au Gabon aujourd'hui, c'est quoi? Pour travailler, il faut avoir un parent. Pour avoir un poste budgétaire, il faut connaître quelqu'un. Mais il y a des Gabonais qui veulent rentrer chez eux. Les Gabonais, nous, on est patriotes. On aime notre pays. On dit Gabon d'abord. On est fiers d'être Gabonais. Nous, on n'est pas venus en France pour venir rester ici. Moi, je dis avec les Gabonais, ils sont prêts à rentrer. Mais ce qu'ils demandent, c'est les conditions. C'est qu'on leur ouvre les portes. C'est qu'on leur ouvre les portes. Ils ne veulent pas rentrer. Qu'est-ce qu'ils nous font quand tu rentres? Ils veulent te clochardiser. C'est-à-dire, ils vont te dire, tu vas travailler sans salaire. On va te dire, ton dossier est en cours.
Donc, tu pars au travail sans salaire. Tu vas que... Attends, tu as déjà été en France, tu as déjà vécu un mode de vie. Entre-temps, toi qui es enseignant à l'université, tu fais 9 mois sans salaire. Sans salaire. Ah, ça existe autant? Ça existe au Gabon. 9 mois, même pas 2. Parce que moi, j'allais te dire... 9 mois sans salaire. Il y en a des collègues qui sont rentrés, qui sont à l'université du Gabon. Et quand le salaire arrive sur le pré-salaire, c'est 383 000. Ils ajoutent quelques primes, 750 000. Ça fait 750 000. C'est beaucoup, hein. Bon, avoisinant, mais tu vas voir ça après. Mais entre-temps, l'office d'un ancien baron qui a été en France, c'est les exemples, qui est venu faire l'école ici en France, des impôts, qui fait 6 ans, il n'obtient même pas une licence, son père l'appelle. Au même moment qu'on dit que l'État ne recrute pas, lui il est recruté aux impôts, je peux citer le nom, il est recruté aux impôts, il a une grosse voiture. Toi qui as fait, tu es ingénieur, toi on va te dire que comme tu es l'enfant d'un Makaya, le Makaya veut dire au Gabon l'enfant de pauvre. D'accord. On ne peut pas donner le boulot. Il y a des Gabonais qui sont formés en instrumentation. Il y a des Gabonais qui sont formés en intelligence artificielle, digitale, des informaticiens, des entrepreneurs. Nous avons tout, mais eux, ils ne prennent que les fous. Oui. Mais quand il s'agit de la science, le recrutement, eux, ils préfèrent recruter un Français, Que de recruter un Marocain, recruter un Béninois, recruter un Togolais, tout le monde les termes. J'en ai marre quand je parle pas avec le cœur. C'est-à-dire qu'au Gabon, on est dans une politique que le Gabonais, déjà, il n'aime pas son frère. Il préfère faire confiance à un étranger. Non, c'est l'État gabonais, c'est pas le Gabonais lui-même. Bon, les dirigeants, parce que les dirigeants au Gabon, leurs cuisiniers, c'est des étrangers, leurs nounous, c'est des étrangers, leurs chauffeurs, c'est des étrangers. Mais pourquoi culturellement, parce que toi qui comprends bien la culture de ton pays, pourquoi est-ce que culturellement, il y a cette méfiance envers le Gabonais? C'est une concurrence entre les Gabonais, parce que vous êtes tous très intelligents? Vous savez, Bongo a mis un système en place. D'accord. C'est le bongoïsme, le clientélisme. C'est-à-dire que Bongo a compris que quand l'homme est intelligent, il a l'argent, c'est ça difficile de l'assouvir. Donc, la pauvreté qui est au Gabon, la misère qui est au Gabon, c'est une misère voulue. C'est voulu. C'est-à-dire que c'est entretenu. C'est-à-dire que Bongo a compris que si tu es riche, tu as bien appris sur ton travail, tu ne vas pas laisser un meeting politique. Oui. Je prends un exemple. Dans ma province du Wellington, il y avait le cacao. Le premier millionnaire du Gabon s'appelait Bitoura. Pas le millionnaire du Gabon, de Mimvoul, Bitoura. Bitourantoma. C'était un agriculteur. Qu'est-ce qui se passait? Les gens du Wellington vendaient le cacao. Ils étaient fiers. Et quand Bongo venait dans ses meetings, les gens ne partaient pas. Et Bongo avait compris. Il a arrêté la vente du cacao. Parce que, oui, ok. Donc, c'est une question de gloire personnelle. C'est de la gloire personnelle pour que les gens s'intéressent à la politique. Pour quand tu as besoin d'un emploi, tu dis, papa Bongo, oui. Bongo me trouve le travail. C'est grâce à Bongo que je travaille. Et même au Gabon, beaucoup pensent que s'ils travaillent, c'est grâce à Bongo. C'est-à-dire, c'est le bongoïsme, le culte de la personnalité. Toi, aujourd'hui, quand tu seras élu député ici en France, qu'est-ce que tu veux, quelles sont les luttes que tu vas mener en premier? Quelles sont tes priorités? Mes priorités, c'est d'abord l'accès à la bourse équitable au droit. Au droit globalement. Moi, ce que j'ai remarqué au Gabon, c'est que nous ne sommes pas égaux. Il y a la reproduction sociale de l'élite. Ce que moi je veux, c'est que, on doit remettre en place l'école républicaine. L'égalité au niveau de l'école. D'accord. Les concours. C'est-à-dire que l'enfant, moi je veux que les jeunes rêvent. C'est-à-dire que le jeune qui est à Mouligui-Biza, à Mimvoul, à Fougamou, à Libreville, puisse dire que je peux être médecin, je peux être ingénieur, je peux travailler aux impôts. Moi, je veux que les jeunes rêvent. Et que les jeunes qui sont de la diaspora peuvent se dire qu'ils peuvent aller au Gabon, créer leurs entreprises et réussir sans averser les pots de vin aux dirigeants. C'est-à-dire que je veux créer des lois, je vais faire des lois, parce que moi, je ne serai pas un député qui va juste aller voter les lois. Non, non, non. Non seulement je vais voter les lois, mais je vais également faire des lois. J'ai une batterie de lois. Proposer des lois. Proposer des lois, voilà. Si ça passe, ça passe. Si ça ne passe pas, ok. Par exemple, les cantines scolaires. Au Gabon, moi, je veux qu'on puisse construire les bibliothèques. Et pour la diaspora ici, qu'ils puissent investir. Et que les Gabonais qui veulent rentrer, qu'ils puissent avoir les conditions d'accueil pour explorer des autres pays. Est-ce que cette diaspora a vraiment envie? Moi, j'ai fait des causeries avec ces diasporas. Aujourd'hui, ces diaspora veulent rentrer au Gabon. Ce qu'ils demandent,
c'est les conditions, c'est l'écoute, c'est la considération. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'État a créé un poste de député de diaspora. Ça n'existait pas avant du tout. Non, ça n'existait pas avant, c'est la première fois. Pour que cette diaspora puisse aujourd'hui avoir une plateforme pour qu'elle soit écoutée. Et moi, je prône la préférence nationale. C'est ce que l'ancien président de Léon-Mba disait, Gabon d'abord. Le Gabonais, moi je vais dire le Gabonais d'abord. Tous les pays fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'aucun pays au monde ne fait la politique des expatriés. Bien sûr. Moi, je veux que, dans ma vision, de voir que un Moussavou a créé une grande entreprise où il produit du gaz, comme les Nigérians l'ont fait là. Moi, je veux voir Obama avec une entreprise pétrolière, un Massala avec une société de transport. Moi, je veux voir un Oyiba avec une société qui fabrique des rails. D'accord. Mais ce que moi je dis aux Gabonais, investissez. Vous avez été dans le système Bongo, vous avez volé des milliards. Investissez dans votre pays. Oui. Et nous qui sommes à l'étranger, nous, on va apporter la matière grise nécessaire pour développer notre pays. Mais bâtir ce voilà. genre d'entreprise ou arriver en tout cas à tout ce que tu as cité, ça prend énormément de temps. Et donc, d'ici la fin de ton mandat, quels sont les résultats que tu aimerais avoir d'ici les 5 ans? Mais je n'ai pas encore de mandat, je ne suis pas encore élu. Si tu es élu? J'aimerais bien que les Gabonais me donnent ces privilèges. Et j'en serais fier de défendre les Gabonais à l'hémicycle. Mais je ne serai pas un député qui va aller dormir à l'Assemblée. Je serai un député qui va véritablement défendre les droits des Gabonais. Et moi, je crois au droit. Le droit et la dignité. La dignité, c'est ça. Bien sûr. Okay. Dans ma campagne, c'est sur ces 2 mots. Il faut conquérir nos droits. Et une fois nous avons les droits, nous avons la dignité. Qu'est-ce que tu retiens globalement de ton parcours ici en Occident, de tes réalités et du coup, qu'est-ce que tu penses que tu es capable aujourd'hui d'apporter Moi, je pense que mon expérience en France n'a pas été qu'une expérience académique. Il y a aussi eu un parcours de vie. Je me suis marié en France. J'ai eu un enfant en France, j'ai connu quelques difficultés de comment avoir un logement social, comment trouver un travail. Et même être sans papier aussi. Être sans papier aussi. Je me suis retrouvé aussi un moment en France sans papier. Donc, je suis passé par plusieurs expériences. Mais, à une circonstance, un malheur est bon. La France m'a beaucoup appris. Et j'ai compris aussi en France le rôle de l'école. Qu'il est important aussi d'ouvrir les écoles. Donc, mon séjour en France, pour moi, ça a été enrichissant. Et tu as envie de rentrer au Gabon? Toi, tu souhaites rentrer définitivement au Gabon? Oui. Moi, je souhaite, avec mon expérience que j'ai eue en France, ce que j'ai vu, que la France, ils ont des cantines scolaires pour les enfants, ils mettent l'école avant, il y a des think tanks, il y a des centres de formation, il y a des allocations pour ceux qui ne travaillent pas, pour les handicapés, il y a le chômage. Et je me dis, on est une petite population au Gabon. C'est faisable. C'est faisable. Là, je vais citer un chanteur, Pierre Claverson. Aujourd'hui, tu as cité Pierre Claverson qui dit, dans le son qui dit, Akabena Bedra Temitie. Ça veut dire quoi? C'est enfant, ça veut dire, c'est le mauvais partage qui est à l'origine des problèmes. Akabena Bedra Dromintie. Akabena Dromintie. Ça veut dire que c'est le mauvais partage qui est à l'origine des problèmes. Ça veut dire que nous avons des richesses au Gabon. Si nous partageons de manière équitable, les Gabonais seront heureux. Et nous allons vivre dans un pays paisible où la diaspora va rentrer, où on pourra faire visiter aux gens notre beau pays, on va visiter le tourisme. Et je vais également lancer un concours, si je suis député, des meilleurs élèves en mathématiques, en chimie, pour que une fois ils gagnent, et moi je cherche, j'ai mes relations ici en France, que ces élèves viennent compétir dans des grandes écoles. Et les gars de la diaspora, ici, chaque année, un concours pour le meilleur art oratoire, pour le meilleur écrivain gabonais de la diaspora, pour le meilleur artiste gabonais de la diaspora, pour le meilleur footballeur. C'est-à-dire de valoriser tout le Gabonais dans sa diversité. Ça me donne envie d'être Gabonais. Pas que des footballeurs. En fait, parce que ceux qui sont valorisés aujourd'hui, ce sont des footballeurs seulement. Mais la diaspora, elle est diversifiée. Nous avons des ingénieurs qu'il faut les valoriser. Et nous avons des entrepreneurs, donc leurs entreprises qui créent leurs start-up, des bourses start-up pour permettre d'avoir des marchés. Et c'est ce que j'appelle la politique des champions nationaux.
Ça va, en tout cas, franchement, dit, quand je vois ça, moi-même, j'ai hâte, en fait. J'ai envie que tu deviennes député pour voir ça. Mais c'est mon souhait. Et je te souhaite, en tout cas, bonne chance dans les élections. J'espère que ça se passera bien. Au mot de fin, je vous invite, chaque Gabonais, pour la première fois, l'État nous donne la possibilité d'élire nos représentants des Gabonais diaspora. Je vous invite massivement à vous inscrire sur la liste électorale, parce que pour voter, il faut être inscrit. Le vote est nécessaire cette fois-ci. Venez vous inscrire. Inscrivez-vous sur la liste électorale. Quand vous allez entendre la révision de la liste électorale, inscrivez-vous massivement et votez en second ici. C'est quand la date du vote, du coup? Le vote, c'est le 27 septembre 2025. Mais avant le 27 septembre, faites la révision de la liste électorale qui va débuter ce mois de juillet. À partir du 8 juillet, il y aura la révision de la liste électorale. Enrôlez-vous massivement, allez vérifier vos noms et prenons l'occasion cette fois-ci d'être des acteurs de notre destinée pour que nous envoyions à l'hémicycle un député comme Sogo Moussi Jeff qui sera capable de prendre la parole, de vous défendre sans avoir peur, sans appartenir à une obédience, sans appartenir à un parti politique qui dira les choses par le cœur pour que la diaspora s'exprime dans toute sa diversité. Je vous remercie. En tout cas, c'était très éloquent, bravo. Merci à tous si vous avez suivi la vidéo jusqu'à ici. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez avoir d'autres interviews de ce type. Nous discutons de toutes sortes de sujets, de politique, d'engagement, d'ambition, de réalité et aussi de rêve. Donc, merci de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Bye bye.